Bonjour, bienvenue sur ce 59e podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons parler des cinq blessures de l'âme. Et évidemment, pour ce sujet, c'est Christelle Rigolier qui démarre. Merci Thierry pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, en tant que CEO, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, 100% de nos interactions sont avec des êtres humains. Que ce soit pour le business, avec des investisseurs, des partenaires financiers, des partenaires techniques, juridiques, administratifs, nos collaborateurs, nos salariés, nos associés, ou que ce soit sur le domaine perso, partenaires amoureux et même nos enfants. Toutes nos interactions, 100% de nos interactions sont avec des êtres humains. Et à moins de transformer ces êtres humains en robots, eh bien, tous ces êtres humains ont ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, blessures de l'âme selon Lise Bourbeau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, on va voir aujourd'hui surtout quel est le principe de ces blessures et comment elles dirigent notre vie à notre insu. Et peut-être on verra dans un prochain épisode comment on peut s'en libérer vraiment. Donc, comme on l'a dit dans l'épisode précédent qui est bien négocié, pour négocier avec quelqu'un, donc avec tous ces êtres humains avec lesquels un chef d'entreprise a une interaction, eh bien, il faut éviter d'appuyer sur ces blessures émotionnelles. Mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est la blessure émotionnelle de l'autre? Comment on les découvre? Et d'abord, quelles sont ces blessures émotionnelles? Donc, Lise Bourbeau, dans un ouvrage qu'elle a appelé Les 5 blessures de l'âme, je crois, les 5 blessures, présente ces 5 blessures. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, c'est pareil qu'une blessure physique, sauf qu'au lieu d'être sur le corps et de se voir, eh bien, elle est invisible à l'œil nu parce qu'elle touche, on va dire, notre cœur, notre partie émotionnelle. Et on n'a jamais appris à les voir et on n'a jamais été éduqué là-dessus, en tout cas moi. Et donc, eh bien, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas qu'on en porte, on ne sait pas que l'autre en porte, et donc maladroitement, on va dire ça comme ça, on va toucher celle de l'autre et réagir avec les nôtres. Imaginez que du coup, vous avez une blessure physique ouverte, et parce qu'elle elle n'a pas été guérie, elle n'a pas été soignée, donc elle suinte. Et imaginez que quelqu'un s'approche avec du jus de citron. Il renverse malencontreusement du jus de citron dessus. Quelle va être votre réaction? Et surtout, la question qui est intéressante aussi, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est au jus de citron ou est-ce que c'est à la blessure? Enfin, quelle est la cause vraiment? Et donc, nous, on passe notre vie à être touchés par ces blessures émotionnelles en remettant la responsabilité de notre douleur au jus de citron, qui va être l'autre, qui ne sait pas qu'on a une blessure à cet endroit-là, au lieu d'aller traiter nos blessures, déjà les découvrir et puis les traiter pour ne plus être sensible, parce qu'une blessure guérie, elle reste sensible, mais quand on verse du jus de citron dessus, elle fait plus mal en fait. Euh, Elle reste sensible, mais elle nous fait plus réagir. Euh, voilà, donc cette métaphore, c'est vraiment une caricature de la façon dont on interagit les uns avec les autres en général. Et ça se passe malheureusement à tous les niveaux, y compris entre chefs d'État. Mais ma vision des choses, c'est que à la base, c'est ce qui déclenche les guerres. Notamment, on peut parler de Poutine et de l'OTAN. L'OTAN appuie sur la blessure de Poutine. Poutine réagit avec sa blessure. Donc, on va voir ici comment ça se passe, quelles sont ces blessures-là. Donc, comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients qu'on porte des blessures. Pour moi, on en porte tous, à moins d'avoir grandi dans un milieu totalement aseptisé avec des parents qui ne portaient pas eux-mêmes de blessures, ce qui est quasiment impossible puisque la plupart de nos grands-parents ont fait la guerre. Et forcément, quand on fait la guerre, soit on est confronté à la mort d'un collègue, soit on est confronté à nous-mêmes devoir tuer. Et donc ça, déjà, ça génère une blessure émotionnelle. Et à l'époque, personne, encore moins qu'aujourd'hui, ne connaissait ça. Donc voilà, les traumatisés de guerre, on va dire, revenaient dans leur famille.
avec leur trauma. Et en réalité, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils réagissaient avec ces traumas-là et ils les transmettaient à leurs enfants, qui sont peut-être nos parents ou nos grands-parents, je ne sais pas. Et c'est ainsi qu'on a été élevé par des gens blessés, etc., etc. Et donc, moi, je crois que c'est à notre tour, enfin, chacun a notre responsabilité. Voilà, on n'est pas responsable des blessures qu'on a émotionnelles qu'on a subies. Alors, la plupart du temps, c'était pendant la petite enfance. Lise Bourbeau dit avant 6 ou 7 ans. En fait, on en a d'autres au cours de notre vie, celles qui sont liées au trauma qu'on peut vivre voilà, suite à des gros chocs émotionnels, des gros chaos dans notre vie. On peut avoir d'autres traumas et donc il faudra les traiter aussi. Voilà, donc pour moi, on en a tous et ceux qui nous écoutent et qui croient qu'ils n'en ont pas, bon, ben, je vous le souhaite, mais je n'y crois pas. Euh, voilà, alors maintenant, comment on fait pour déjà reconnaître ces blessures? Donc Lise Bourbeau nous donne un modèle qu'elle a appelé les 5 blessures. Alors il ne vient pas d'elle, j'ai perdu le nom de... Bon, elle a pris ça d'un psychologue avant elle. Peu importe. En tout cas, elle en donne 5. En réalité, ma vision des choses, c'est qu'il y en a beaucoup plus que 5, mais ça donne déjà un cadre, comme on a vu précédemment dans un podcast sur le leadership. On a parlé de l'énéagramme. Ça donne un cadre, ça donne des mécanismes. Et là, c'est plus facile de s'identifier, de reconnaître, du coup, aujourd'hui, sa blessure. En réalité, on les porte toutes, ces 5 blessures. On va les voir juste après. On les porte toutes. Il y en a une souvent qui est prédominante. C'est intéressant de reconnaître celle-ci pour déjà comprendre le mécanisme à l'œuvre et ensuite de la reconnaître chez nous, va nous permettre de la reconnaître chez les autres et de voir les autres chez nous ou chez les autres va aussi nous permettre d'élargir notre cadre. Et en réalité, voilà, il y en a vraiment beaucoup plus que 5. Mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà. Alors comment on reconnaît une blessure? Déjà, il y a 3 caractéristiques d'un comportement lié à une blessure. C'est la prédictibilité du comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît très bien aurait pu anticiper votre comportement dans la situation donnée. Donc, prédictibilité. 2, surintensité, c'est-à-dire que les émotions vont être fortes, le ton va être élevé, potentiellement de la colère. Et 3e critère, impuissance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir comme ça. C'est plus fort que moi, on va dire. Donc si vous avez ces 3 caractéristiques lors d'un comportement, c'est probablement qu'il y a une blessure à la base. Donc comment on va les reconnaître? Donc là, je vais vous parler des 5 blessures de Lise Bourbeau, avec le bémol qu'il y en a d'autres, et que je vous invite du coup à regarder celles qui vont le plus vous parler. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc la première, les 2 premières, rejet et abandon, a priori, on les porte tous. La blessure de rejet, alors chaque blessure est associée à une peur. Et derrière, pour ne pas vivre cette peur, on a mis un programme. Donc, Lise Bourbeau parle d'un masque. Moi, je parle d'un programme qui nous permet de ne pas ressentir la douleur de ce programme. C'est comme mettre une armure sur la blessure physique. Ouais, mais le jus de citron va quand même passer à travers l'armure. Hein. Et en réalité, cette armure, elle va nous limiter dans nos comportements, dans nos interactions avec les autres. Elle va limiter notre potentiel. Elle ne va pas nous permettre, notamment dans une négociation, par exemple, d'agir avec notre pleine puissance. On va être handicapé par l'armure. Donc le rejet, la peur, c'est la panique. Et le masque, ou le programme, donc, c'est le fuyant. Voilà. Fuyant, par exemple, dans une réunion, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, etc. Celui qui va porter la blessure de rejet, il va se lever, il va partir de la réunion. Donc pour chaque blessure, il y a un antidote, c'est-à-dire qu'on peut aller la guérir en profondeur. Pour ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps. C'est pas magique, la guérison des blessures.
En tout cas, c'est ce que je crois, même s'il y a des façons plus simples que d'autres d'aller les traiter, notamment de se faire accompagner. Mais l'antidote, ça va être un peu comme on dit souris. Quand tu veux être heureux, ben, souris pour être heureux. Et ça va enclencher un cercle vertueux. Et donc l'antidote que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire c'est du travail. C'est pas du travail en profondeur, mais c'est du travail des gens en surface qui, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous allez vous entraîner à sortir du programme. Donc l'antidote pour la blessure de rejet et ce masque du fuyant, c'est d'affronter ses peurs, de poser ses limites, de partager ses ressentis et vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'affirmer, de prendre sa place et d'apprendre vraiment à communiquer à cœur ouvert. Ce qui va en revanche falloir arrêter de faire, par exemple, c'est de se traiter de nul, parce que c'est ce que croit celui qui porte la blessure de rejet, c'est qu'il est nul, et c'est d'arrêter de fuir les situations qui déclenchent les peurs. Deuxième blessure, l'abandon. Donc celui qui souffre de la peur de l'abandon, il a une peur profonde, c'est celle de la solitude. Et donc le programme qu'il va mettre en place, ou le masque, c'est le masque du dépendant. Donc là, l'antidote, ça va être de s'autonomiser, vraiment de travailler son autonomie, de s'occuper de soi, de se choisir en priorité, en tout et pour tout, de se sentir bien seul petit à petit, en osant faire des choses qui sont parfois désapprouvées par l'autorité, et notamment nos parents, même quand on est adulte. Ça va être ensuite stop à abandonner un projet qui vous tient à cœur, ou stop à s'accrocher aux autres coûte que coûte. La blessure d'humiliation, troisième blessure, la peur, assez curieusement, c'est la peur de la liberté. Le masque ou le programme, c'est le masque du masochiste. Et donc l'antidote, ici, ça va être de nourrir l'estime de soi, sa dignité, d'écouter et de respecter ses besoins, ses limites, se faire plaisir sans culpabiliser, ce que de faire pour les autres, que celui qui porte cette blessure-là fait beaucoup pour les autres, mais de faire pour les autres quand vraiment ça lui fait plaisir à lui, de vérifier ses besoins avant de dire oui à une sollicitation. Et donc là, ça va être stop à se rabaisser, à se comparer, à se diminuer et à stop aussi à prendre les responsabilités qui reviennent aux autres. Quatrième blessure, la trahison. Donc là, la peur, c'est le reniement. Et le programme, c'est le programme du contrôlant. Donc l'antidote, ben, ça va être de faire confiance aux autres, faire confiance aussi, de développer la confiance en soi et la confiance en la vie. Ça va être d'oser être vulnérable, de lâcher prise sur le résultat, en menant les actions qu'il faut, mais voilà, en acceptant de lâcher le résultat. La patience aussi, parce que celui qui porte cette blessure-là va beaucoup être dans la colère. Donc lui, ça va être stop à vérifier tout, à chercher à être le centre de l'attention. Stop au mensonge aussi. C'est voilà, trahison, il va se trahir lui-même, donc il va se mentir et puis mentir aux autres. Cinquième blessure, l'injustice. Donc là, cette fois-ci, la peur, c'est la peur de la froideur. Donc souvent, eux-mêmes, ce sont des gens froids. Et le programme, ça va être le programme du rigide. C'est quelqu'un qui va être très droit et qui va difficilement accepter les erreurs. C'est quelqu'un pour qui se mettre en colère va être une erreur aussi, donc il va éviter de le faire. Et donc, l'antidote, ça va être de se donner le droit à l'erreur sans se critiquer ou sans se mettre en colère. Le droit au plaisir aussi, à la flexibilité. Ça va être aussi de montrer sa sensibilité, voir ce qui fait bien, comprendre qu'on l'aime tel qu'il est, et de voir lui-même en quoi il est parfait tel qu'il est. L'antidote aussi, ça peut être de révéler ses échecs publiquement et de voir que voilà, ça ne fait pas de lui un raté. Et stop à l'ultra-exigence envers lui-même et stop aussi à dépasser ses limites, coûte que coûte. Voilà. Donc, ça, c'est le tour d'horizon des 5 blessures. Bon, je vais peut-être parler rapidement de la guérison, même si je propose qu'on fasse peut-être ça, qu'on prenne le temps dans un autre épisode. La guérison, ça va être
avant tout d'aimer la blessure, en fait, d'avoir de la gratitude pour la protection du masque qu'on a mis en place pour nous protéger, encore une fois, et, euh, et de s'aimer soi-même. Voilà. Si avec une seule chose à se rappeler, c'est ça, c'est de s'aimer soi-même, puisque on n'a pas pu éviter nos blessures, qu'on n'en est pas responsable, mais à partir du moment où vous écoutez ce podcast, alors vous en devenez responsable de faire ce chemin-là de conscience de quelles sont les blessures que je porte. Voilà, vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau. Donc, elle en a écrit plusieurs sur le sujet, notamment les 5 blessures et puis la guérison des 5 blessures. Et voilà, après, vous pouvez vous faire accompagner. Moi, par exemple, j'accompagne les dirigeants à mettre en conscience leurs blessures et à s'en libérer, parce que c'est un frein vraiment à l'expression du plein potentiel d'un dirigeant. En tout cas, c'est ce que je crois et ce que j'observe. Et voilà, après, simplement, c'est un travail, oui, long, un long processus de connaissance de soi, mais encore une fois, comme il est écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce qu'en effet, en connaissant ces blessures, en les mettant en lumière, on va être beaucoup plus à même de les voir, de les reconnaître chez les autres et d'interagir sans toucher leurs blessures pour mieux communiquer, mieux déléguer, mieux négocier, comme on a vu ça au dernier épisode. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des réflexions, des Merci partages. Christine, pour cette synthèse. Moi, ça m'appelle une question et une anecdote. Je vais commencer par l'anecdote. En fait, j'ai accompagné en coaching un directeur d'une grande administration française en lien avec la santé et qui était il était haï par son équipe, je pense, parce que c'était quelqu'un d'inflexible, de rigide, de droit, etc. Et donc, il partait à la retraite. Il partait à la retraite dans les 6 mois ou l'année, je ne me souviens plus. Et ça lui posait un problème de partir avec cette image-là, de laisser cette image-là. Et donc, il m'avait demandé de l'accompagner. Et donc, effectivement, il fallait, comme tu l'as dit, Christelle, essayer de contrebalancer tout ça. Et en fait, la seule chose que j'ai trouvée, enfin, bon, je l'ai accompagné, puis tu sais, entre les séances, il faut faire des liens, hein, des liens entre séances. Et, euh, et en fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'est de lui faire poser une fleur dans un soliflore devant son bureau euh, tous les matins et de la changer tous les jours. Et ça a pris 3 semaines ou un mois et les gens ont commencé à venir vers lui pour lui poser des questions. Pourquoi il faisait ça, quelle était la signification. Et 6 mois après, il est parti et il a eu un pot de départ, sans doute le plus beau pot de départ de toute cette administration jamais vue. Merci pour cette anecdote, Thierry. Très belle. Voilà. Alors, après, donc, pour les CEO, comment on peut utiliser ça finalement dans le management? Tu l'as dit, il y a 3 caractéristiques qui sont simples à repérer et de pouvoir comme ça, justement, éviter de faire, soit d'appuyer sur la blessure, soit d'en prendre compte dans son mode de management. Hmm. Ça serait quoi tes conseils là-dessus? Déjà, en effet, les 3 critères. Si vous repérez chez vous ou chez un membre de votre équipe prédictibilité, surintensité, impuissance à faire autrement, bon, ben, là, il y a une blessure. Alors moi, je crois pas que ce soit le rôle du dirigeant d'accompagner un collaborateur, si c'est ça, à soigner sa blessure. C'est pas forcément son rôle. Après, on peut lui prendre un coach. On peut l'inviter à écouter ce podcast. Oui, d'ailleurs, si ce podcast vous apporte de la valeur ou vous amène des clés, vous pouvez transmettre le podcast à tous vos amis comme ça. Déjà, et ça peut être intéressant d'en parler entre nous parce que souvent, on n'a pas forcément conscience au premier degré des choses qui nous font réagir. Et les autres le voient beaucoup mieux que nous. Euh, donc, moi, je dirais, la première chose, c'est ça. C'est déjà de mettre de la conscience sur, ah oui, dans ces cas-là, systématiquement, enfin, quelqu'un, par exemple, qui systématiquement, dès qu'il y a un conflit dans une réunion, se lève et sort, bon, ben voilà, blessure de rejet. Ok, Alors, merci. moi j'ai une question, Christelle, c'est par rapport au CIO.
comment finalement il peut transformer après la prise de conscience ses blessures d'enfance pour en faire un vrai outil de leadership, en fait, pour se Hmm. transformer lui-même. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans chaque blessure, chaque blessure, c'est en même temps quelque chose de limitant, mais en même temps, dans chaque blessure, il y a vraiment des forces. Euh, et voilà, par exemple, le, le dépendant, il va être, il va rien lâcher en fait. Il, il va développer une certaine persévérance. Enfin, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment des forces qui sont associées à chacune de ces blessures et peut-être ça peut aider à l'aimer, la blessure, c'est de voir tout ce qu'elle nous a apporté en termes de protection, mais aussi en termes de force. Je sais pas si ça répond à ta question, Patrice. Ah oui, oui, parce qu'on vit. Oui, oui, bon, on a plein de tracas dans la vie. D'ailleurs, c'est intéressant si un jour on peut parler des tracas et des problèmes, ce qui sont deux choses différentes. Mais bon, bref, comment on transforme ces tracas plutôt que les subir, comment on en fait une véritable force? Parce que quand on est aux commandes, eh ben, on doit avancer, en fait. J'ai un client qui dit toujours qu'une entreprise, c'est comme un vélo. En fait, quand on n'avance plus, on tombe. Donc voilà, comment on transforme ça? C'est... Comment on transforme ça? Ben, c'est ce que j'ai dit déjà, la Ouais. première. Alors après, on pourra faire un autre podcast, parce que celui-là, je voudrais pas qu'il soit trop long, mais sur vraiment la guérison. Mais déjà, en première approche, c'est d'en prendre conscience et de dire merci. Alors, merci à sa blessure, mais aussi merci aux personnes qui nous permettent de la mettre en conscience. C'est-à-dire que ces personnes-là qui nous versent du jus de citron sur la blessure, on va a priori, en première intention, leur en vouloir. En réalité, à partir de maintenant, vous pouvez les remercier parce que c'est grâce à eux que vous allez prendre conscience que vous avez une blessure. Donc merci. Merci à la blessure de m'avoir protégée toutes ces années. Merci à ces personnes qui, c'est pas agréable, mais qui me permettent de prendre conscience de ma blessure. Déjà, la gratitude, le merci, c'est la première étape vers aimer. Aimer la blessure, aimer ceux ceux qui nous font mal, parce que c'est le début du chemin de guérison. Merci Christelle pour cette réponse. Je reviens, moi, sur la question de Thierry, que je trouve intéressante parce que, en effet, enfin, repérer ses blessures, c'est déjà une première étape, ça, je l'ai bien compris. Mais repérer les blessures des autres, personnellement, en tout cas, je trouve ça très, très dur. Et par le passé, enfin, moi, je travaille avec des dirigeants, je collabore avec des dirigeants et quelque part, je suis sûre et je suis bien persuadée que j'ai blessé quelques dirigeants dans des moments que j'avais pas du tout imaginé, quoi. Et où je sais en effet que dans ces cas-là, souvent, tu as perte de communication complète, quoi. Donc, tu sais que tu as blessé Mm. ou tu en es plus ou moins conscient. Tu n'as pas forcément envie de faire d'efforts parce que tu n'es pas forcément dans des phases de développement d'entreprise où c'est facile. Tout le monde en bave. Et donc, quelque part, ce que je trouve pas facile, c'est comment tu retrouves la communication une fois que t'as blessé, quoi. Alors ça ne t'appartient pas. En revanche, de la même façon que j'ai dit tout à l'heure, tu peux remercier celui qui amène le jus de citron parce qu'il te permet de prendre conscience de ta blessure. Tu peux aussi te remercier d'avoir appuyé sur la blessure de l'autre parce que peut-être que tu n'es pas la seule et au bout de 10, peut-être qu'il va prendre conscience de sa blessure et que tu fais partie d'une chaîne de mise en conscience de sa blessure. Après, une fois que c'est fait et que tu, entre guillemets, regrettes, juste déjà, tu peux aller lui dire je suis désolée. Voilà. Sauf que désolé de quoi quand la blessure, elle est pas. Je sais pas, par exemple, si toi, tu as conscience que tu as appuyé sur une de ces blessures, juste, je suis désolée d'avoir eu ces paroles, d'avoir eu ces actes par rapport à toi. J'ai compris que ça t'a touché et mon intention, elle n'était pas là. Mon intention, c'était X, Y, Z. Juste ça. Et après, ça appartient à l'autre, en fait, de revenir dans la communication ou pas. Et toi, si pour le coup, si ça te touche profondément que l'autre soit partie de la relation, probablement c'est que tu portes une blessure d'abandon, parce que tu vois, celui qui porte la blessure d'abandon,
il veut pas, il veut pas ça. Enfin, tu vois, il veut toujours revenir dans la communication, dans la relation. Alors que celui qui porte la blessure de rejet, il n'a pas envie. Ouais. Donc bah, là, ton seul et unique pouvoir, j'ai envie de dire, il est sur toi. Ok. Donc, si l'autre, il veut pas rétablir la communication, ben, il veut pas. Tu peux rien faire si ce n'est guérir ta blessure d'abandon. Ouais, ouais. Non, oui, c'est intéressant, très intéressant. Et donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'on est tous là pour se blesser, quoi. Moi, je dirais plutôt, on est tous là pour faire un chemin de guérison et pour, ce que j'ai pas dit, enfin, je l'ai dit sur nos grands-parents, voilà, qui faisaient la guerre. J'ai pas parlé des grands-mères qui ont perdu des enfants, etc. Et enfin, de tout ce qu'ont vécu les grands-mères, mais les grands-pères qui ont fait la guerre ont transmis ces blessures, etc., etc. Et moi, je crois que c'est à nous, en tout cas à vous qui écoutez ce podcast, à faire ce chemin de guérison parce que pour libérer nos enfants, en fait. Si on veut que la chaîne s'arrête, il y a à un moment donné une génération qui a à faire ce job-là pour que nos enfants ils soient libres, en effet. Si moi j'ai compris le processus et si je suis libre de mes blessures, alors je ne vais pas éviter les blessures de mes enfants parce que bah, ils vont être confrontés à d'autres adultes, à des éducateurs hein, qui leur feront ces blessures-là. Donc, on ne peut pas éviter, comme on ne peut pas éviter un accident de voiture, voilà, enfin, vivre dans le monde, c'est s'exposer au risque. Donc, voilà, on ne peut pas l'éviter, mais si on fait tous ce travail-là, moi, je crois que, bah oui, il y a l'amour, la paix dans le monde entier, quoi. De toute façon, on Voilà, sait tous que la vie, c'est une aventure risquée dont personne n'est jamais sorti vivant. j'adore. Merci pour ce mot de la fin, Thierry. Merci à vous toutes et tous. J'espère que nous avons été, ce sujet vous a intéressé et donc cherchez vos blessures. À bientôt. À bientôt, merci.